on peut bien camper sur une position que je soutiens d'ailleurs, celle-là, de ne pas négocier avec ces rebelles, mais en même temps, de nous renforcer militairement pour que nous puissions, du point de vue militaire, du point de vue du rapport de force, que nous puissions balayer l'ennemi et le dérouter. C'est la seule façon de créer une sorte d'équilibre entre les menaces de l'ennemi et notre position en nous. Parce que si notre position est celle de ne pas dialoguer, et que l'ennemi se rend compte que, bien que nous refusions le dialogue, lui peut se permettre d'avancer, nous serons en position de faiblesse. C'est le moment pour nous de, peu importe les solutions, mais pourvu qu'on arrive à arrêter l'ennemi, qu'on arrive à le repousser et peut-être l'éliminer. Donc militairement, il faut que l'on se renforce. Et du point de vue de la cohésion au niveau intérieur, ce n'est pas du tout le moment pour qui que ce soit, peu importe sa sensibilité politique, tribale ou que sais-je encore, de, comment dire, tirer sur ceux qui ont le commandement des FRDC. Mais Museveni nous font aujourd'hui, tenez que tous les multinationaux qui sont aujourd'hui les Chinois peuvent nous faire aussi demain. Mais pour que les gens, tout le monde nous respecte, parce que nous avons 9 pays voisins. Aujourd'hui, Kagame et Museveni nous malmènent. Il y a 3 décennies. Mais demain, le Congo-Brazza peut dire aussi non, ils peuvent décider même maintenant, le fleuve Congo là appartient au Congo-Brazza. Donc avant de traverser, il faut payer l'impôt. Il faut payer la taxe. Et qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on n'a pas une armée qui peut faire paix aux voisins. Aujourd'hui, l'Ouganda peut décider. Nous, quand nous filmons encore enfants, frère, nous, on pensait que le fleuve Congo là n'appartenait pas au Congo-Brazza. Parce que nos pêcheurs, on partait, surtout nous de l'autre côté de l'équateur, on partait faire la pêche, même dans leur bord là-bas. Le fleuve Zaïre, oui, à l'époque. Le fleuve Zaïre. Et lorsque les marins de Congo-Brazza tentaient de mettre la main sur nos pêcheurs, mais c'est dans l'absence de quelques poussières, ils étaient récupérés. Donc aujourd'hui, Museveni peut décider, les Angolais peuvent décider et nous allons fouiller où. Et après nous allons commencer à dire c'est pas communauté internationale. Mais lorsque nous avons des problèmes internes, lorsqu'on dit organiser de bonnes élections, lorsque cette communauté internationale vous fait des remarques, lorsque cette communauté vous fait des recommandations, nous attendons un groupe de gens dire que nous sommes des souverains. Qui peut nous donner des leçons? Mais aujourd'hui on a besoin de la communauté internationale. Donc, moi, je ne suis pas là pour soutenir la communauté internationale, mais je dis le gros du problème, c'est d'abord c'est un problème interne. Lorsqu'on ne saura pas de se mettre ensemble, parler le même langage, ce qui nous divise, en réalité, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est le mode d'accession au pouvoir. Parce que nous voulons que tout le monde soit derrière les FRDC et par ricochet les autorités politiques. Parce que les FRDC sont commandés par la hiérarchie politique, c'est par le gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas soutenir les FRDC sans soutenir leur commandant qui est le gouvernement. Donc, en ce moment ici... Vous étudiez quoi en disant ça? Attendez. On ne peut quand même... C'est incompréhensible. Qu'en ce genre de moment, c'est écrit même dans l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a obligation à pareil moment de sauver la nation. Tout, je dis, on a dit tout. À moins que tu te reconnaisses pas Congolais. Si tu te reconnais Congolais, tu as obligation. Voilà pourquoi je disais, peu importe ta sensibilité politique. On n'a pas dit tout Congolais, sauf ceux de l'opposition. On a dit tout. C'est l'article 63 de la Constitution. Mettez-moi d'abord, parce que tu as insinué quelque chose ici. C'est ce que Bosembe veut attendre. C'est ce que Patrick Mouya veut attendre. C'est ce que l'autre là mon ami là de long cheveux là, c'est Moutamba et Patrick Mouya et Bosembe veut attendre. C'est-à-dire, pour eux, ils veulent que tout le monde passe dans les médias, dire que nous sommes derrière le chef de l'État, Fachi Beto. Non, c'est pas ça le débat. Le débat ici, c'est que tout le monde doit rester derrière la République. Ouais. La République qui est représentée par le commandant suprême. Non, évitez ces débats-là, vous risquerez de biaiser l'émission et les débats. Donc, si ces gens-là étaient compétents, on ne serait pas aujourd'hui là. Et dans des pays civilisés sérieux, les institutions tombent, démissionnent, les gens démissionnent. Que, chers compatriotes, je n'ai pas su vous sécuriser. Chers compatriotes, j'ai vu même François Hollande à l'époque.
Il dit, je vais plus déposer ma candidature pour la seconde fois. Je n'ai pas pu donner aux Français ce dont j'avais promis. Mais ici, on n'a pas le courage. Parce que dans notre pays, il y a un problème de culture politique. Nous ne sommes pas cultivés politiquement. Il y a un problème d'inculturation. Le pouvoir est personnalisé. C'est-à-dire, tous les noms que je viens de citer ici, et ils pensent qu'il y a quelqu'un qui est comme Dieu. Tout le monde doit réfléchir derrière lui. Oh, hier, l'IDPS nous a menti qu'ils étaient des démocrates. Ils étaient des démocrates. Oh, en démocratie, lorsque vous passez dans un processus transparent et que le peuple vous donne la légitimité, tenez que vous venez de passer aux élections dans une épreuve. C'est que dans une épreuve, tout le monde ne peut pas être derrière vous. Il y a ceux qui vous soutiennent, il y a ceux qui sont aussi de l'autre côté. Nous voyons dans des pays civilisés, là où Félix a grandi, il y a des gauches, il y a ceux qui sont à droite. Il y a des démocrates, il y a des républicains. Si les autres gagnent, il faut des critiques positives ou négatives. Mais ici, si vous ne réfléchissez pas comme eux... Mais lorsque la sûreté de l'État est menacée, ces gens-là se mettent ensemble et il n'y a plus question de si vous allez dans cette dimension... D'abord sauver la patrie et puis voir le reste... On parle patrie, mais on ne parle pas individu. Parce que si vous m'amenez sur ce terrain-là, l'institution que vous faites allusion fait partie du problème. Je me retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux, je vais en même temps d'être avec vous ce matin. Comme vous le savez, ici l'habitude, c'est vous donner les informations en rapport avec ce qui se passe au pays. Donc nous allons vous parler nation, ensemble nous allons parler république. Nous aurons deux invités sur ces plateaux. Le tout premier est déjà avec nous, en la personne de Cissé Traoré, qui est journaliste proche du peuple, c'est ce qu'il dit. Mais d'aucuns pensent qu'il a des acquaintances avec le régime. Mais ben, dis-moi, reçu en qualité d'analyste politique, Cissé, c'est le tout premier invité. Et nous avons l'arrivée de Nico Fall, l'autre journaliste qui va également se joindre à nous dans les minutes suivantes pour vous parler bien évidemment de la situation sécuritaire, ce qui se passe à l'est du pays. Déjà, en rapport avec l'insécurité qui sévit en RDC, le père des églises consulte déjà. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il y a un dialogue qui est en perspective. On va vous dire que l'autre fois, ils étaient reçus, nous parlons de père des églises bien sûr, par les présidents de la République, qui à mon avis a donné l'aval à ces derniers de consulter pour que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour parler paix, n'est-ce pas, pour résoudre tout ce qui se passe à l'est de notre nation en termes de cohésion nationale. Après l'échange avec les chefs d'État, ils étaient partis voir le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe les avait reçus. Après, c'était Délice Sanga. Et la liste est longue, hein, ça continue. Et bien, même, il y a des voix qui s'élèvent, je veux dire. Il y a de ceux de la société civile qui saluent bien sûr l'initiative, qui pensent que les Congolais se voient dans l'obligation de se retrouver autour d'une table pour lever des options, pour trouver des solutions, pour que la paix soit effective dans la partie est de notre pays. Mais de ceux-là qui émettent également des inquiétudes. Est-ce qu'il faudrait faire appel même aux rebelles, même aux Congolais qui arrivent facilement à tuer le leur? J'ai fait allusion ici à Corneille Nangaa et sa bande, parce que quand on parle de cohésion nationale, on pense que, ou encore, la logique exigera ce qui est, les Congolais se mettent ensemble, mais est-ce qu'il faut tenir compte de ceux-là qui tuent, de ceux-là qui, à nos jours, occupent l'Est de notre pays? Donc, nous allons vous donner des précisions par rapport à ça. Je m'en vais saluer les tout premiers invités. Cissé Traoré, bonjour et bon jeudi à vous. Bonjour cher Guélor, Cissé Traoré, journaliste indépendant proche du peuple. Merci de l'invitation. Évidemment que chaque fois qu'il s'agit de discuter pays, de discuter nation, surtout pour le péril qui nous guette, on se fait présent pour pouvoir donner les intelligences. Alors, on va déjà aller à l'essentiel. Hein? Je l'ai dit en entame, mais je me répète. La situation sécuritaire nous préoccupe. C'est vrai, les dangers nous guettent. Goma, il y a l'insécurité qui sévit. Le M23 ont occupé l'est de notre pays. Ils ont lancé un message en termes de cessez-le-feu. Ils envisagent même de dialogue, donc je vais dire des échanges sur le plan diplomatique. Il y a un rendez-vous qui est pris entre les présidents congolais et rwandais dans les jours à venir. Comment entrevoyez-vous la situation? Est-ce qu'il faut aller encore sur le terrain des échanges en termes de dialogue, ou bien il faut montrer de quoi nous sommes capables en termes de rapport des forces? D'entrée de jeu, je veux dire que même dans la constitution de la République du Congo, dans son préambule, il est fait mention du dialogue comme
comment dire, mode de règlement des conflits, qui est un peu comme une sorte d'arbre à palabres pour nous, bantous, africains. Alors, on ne peut pas hermétiquement fermer la porte au dialogue. On ne peut pas tout le temps dialoguer. Donc, ça veut dire qu'on dialogue quand c'est nécessaire. Pensez-vous que cette fois-ci, ça n'est de trop? Je vais arriver, laissez-moi poursuivre. Il faut dialoguer quand il le faut, mais évidemment aussi, il faut dialoguer de façon que l'on ne fasse pas du surplace. On a déjà dialogué par le passé, on sait à quoi ça aboutit, mais si on doit dialoguer cette fois-ci, voilà pourquoi je disais tantôt qu'il ne faut pas hermétiquement fermer la porte au dialogue. Si on doit dialoguer, parce que je dis si, parce qu'il y a une possibilité, je ne suis pas complètement et hermétiquement opposé au dialogue. Si on doit dialoguer, il faut bien qu'on fasse de sorte que ce dialogue ne soit pas comme une sorte d'atermoiement. On tourne en rond, on fait du surplace, on incorpore les uns dans le gouvernement, les autres dans l'armée, les autres dans le service de renseignement et que sais-je encore. Et puis, on continue de tourner en rond. La nation est, comment dire, à la merci des belligérants. Si on doit dialoguer, en un mot, il va falloir dialoguer différemment pour des résultats différents de ceux qu'on a connus par le passé. C'est ici que je m'en vais tirer mon chapeau, saluer l'initiative des pères spirituels qui ont trouvé opportun de pouvoir commencer des contacts avec différentes sensibilités nationales, politiques, société civile, que sais-je encore. C'est dans ce même logique justement que je salue aussi l'initiative d'un autre leader spirituel, le pasteur Barnabé Mwakadi, qui lui aussi est sur cette même voie d'appeler à la mobilisation de tous les Congolais et de comment dire, de les appeler à prier pour eux, ceux qui sont au front et ceux qui se battent, qui soutiennent les FRDC comme les Ouazalendo et même la population du Nord qui vous meurtrit. Donc, les pères spirituels ont trouvé que c'est le moment d'entrer en danse, c'est tout à fait normal pour tout Congolais patriote. Ça fait même partie des comment dire, des devoirs du citoyen congolais vis-à-vis de la nation. Si vous lisez, les Congolais adorent lire leurs droits, mais ne lisent pas leurs devoirs. C'est de l'article 62 à 67. Là, ils ne lisent pas. Ils lisent seulement là où ils ont des droits. C'est être un mauvais citoyen. C'est en pareil moment qu'il faut soutenir la nation. Et c'est ce que le pasteur Barnabé Mwakadi fait. Je tire mon chapeau à cette initiative. C'est comme ça qu'il faut continuer. Les bons pasteurs sont ceux qui saisissent ce type d'opportunité pour galvaniser l'Église et la population de sorte qu'elle se montre unie derrière les institutions, derrière les gouvernants, pour que l'on boute dehors l'ennemi. La nation est en danger, c'est vrai, et les devoirs d'un bon citoyen en ce moment, c'est de soutenir la nation, peu importe la formule qu'elle pourra utiliser, mais pourvu que la nation en sorte gagnante. Voilà. La nation en sorte gagnante, ça c'est le vœu, le souhait même de tout Congolais, mais on va dire en clair ici qu'il est trop, c'est trop, nous avons assez enterré les nôtres. Ce qui se passe à Goma, à l'Est, à Goma précisément, on nous parle déjà de plus de 3000 morts. Et pour mettre fin à l'insécurité, pensez-vous que l'initiative de Père des Églises en termes de dialogue, cette fois-ci on peut faire foi pour dire que si les Congolais se mettent ensemble, si ces derniers arrivent à parler le même langage, est-ce qu'on peut parler paix ou bien on risquerait de faire de sur place ce que vous évitez d'ailleurs? Justement, ça revient à dire qu'il faut dialoguer différemment. Si par le passé... Quand vous parlez de dialoguer différemment, vous faites allusion à quoi? Justement, déjà, tout dialogue a des termes de référence. Avant d'aller dans un dialogue, vous avez des termes de référence, de ce sur quoi vous allez discuter, pourquoi discuter autour de ça, avec qui et pour quel aboutissement. Tout ça, là, ça constitue ce qu'on appelle les termes de référence. Il faut bien qu'on fasse en sorte que les termes de référence que nous aurons pour ce possible dialogue, je dis bien possible, c'est probable, dialogue, oui. Soit différent de ce qu'on a fait par le passé. Évidemment, les gens étaient un tout petit peu, par le passé, frustrés. Ils prenaient les armes et ils revenaient, ils revenaient autour de la table. Ce que les Congolais ne veulent pas. Attendez, à l'issue de ce dialogue, ils étaient incorporés dans le gouvernement. C'est ça qu'il faut éviter. Faisons en sorte que les termes de référence qui vont nous amener à ce probable dialogue soient différents et qui conditionnent ceux qui vont dialoguer
À savoir que nous dialoguons, pas pour le partage du gâteau, pour des objectifs différents de ce qu'on a connu par le passé. Oui, ce que nous évitons, ce que nous ne voulons pas, les Congolais d'ailleurs, c'est le mixage, brassage, comme vous avez dit. L'autre fois, c'était la même chose. D'ailleurs, c'est l'actuelle position de Kinshasa encore du président Félix Tshisekedi. Il ne veut pas de mixage, de brassage, encore moins dialoguer avec le M23. Ça, c'est ce que nous saluons. Mais du moins, vu la posture, vu la situation, comment ça se présente, est-ce que Kinshasa est en mesure de s'imposer dans ce sens-là, de refuser certaines impositions ou demandes de rebelles à nos jours? Vous savez que aujourd'hui, si on en est à être, comment dire, agressé par des gens bien connus, soutenus par le Rwanda, qui revendiquent ce que nous, Congolais, n'arrivons pas à comprendre, c'est justement parce que hier, on leur a fait comprendre qu'ils avaient la possibilité de hausser le ton, de réclamer et que Kinshasa va les intégrer. C'est parce qu'on leur a donné cette impression-là par le passé. Il y a 10 ans passés, 20 ans passés, on leur a fait comprendre que vous pouviez prendre les armes, faire un mouvement bizarre et puis on va vous intégrer. Et puis bon, par la suite, Kinshasa va comme courber les chines et vous recevoir. J'ai aimé un extrait de Lambert Mende qui est revenu depuis un moment, depuis quelques jours ici sur la toile. L'autre fois, quand il fut le ministre des Kabila, oui. Où il dit l'armée et les services de sécurité doivent être des corps d'élite. On n'a pas besoin de petits voyous qui, parce que frustrés, prennent les armes, se mélangent avec les ennemis et puis reviennent nous imposer comme quoi qu'on puisse les intégrer. Mende insiste en disant que la guerre pourrait prendre 100 ans, si ça peut nous prendre 100 ans, oui, j'avais vu la vidéo. On fera cette guerre, mais notre armée, on doit la préserver de ce genre de personnes. Je crois que c'est l'attitude de Fachi en ce moment ici. Ça fait combien de mois que Fachi campe sur cette position de Kinshasa, comme quoi on ne négocie pas avec ces gens-là. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de débat. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs, quelque part, les a frustrés au point de lancer des offensives, parce qu'ils comprennent que Kinshasa est catégorique et décide de ne pas négocier. Cependant, mais qu'est-ce que Kinshasa propose comme alternative pour éviter les dégâts? Voilà pourquoi je disais cependant. On peut bien camper sur une position que je soutiens d'ailleurs, celle-là, de ne pas négocier avec ces rebelles, mais en même temps, de nous renforcer militairement pour que nous puissions, du point de vue militaire, du point de vue du rapport de force, que nous puissions balayer l'ennemi et le dérouter. C'est la seule façon de créer une sorte d'équilibre entre les menaces de l'ennemi et notre position à nous. Parce que si notre position est celle de ne pas dialoguer, et que l'ennemi se rend compte que, bien que nous refusions le dialogue, lui peut se permettre d'avancer, nous serons en position de faiblesse. C'est le moment pour nous de, peu importe les solutions, mais pourvu qu'on arrive à arrêter l'ennemi, qu'on arrive à le repousser et peut-être l'éliminer. Donc militairement, il faut que l'on se renforce. Et du point de vue de la cohésion au niveau intérieur, ce n'est pas du tout le moment pour qui que ce soit, peu importe sa sensibilité politique, tribale ou que sais-je encore, de, comment dire, tirer sur ceux qui ont le commandement des FRDC. Parce que nous voulons que tout le monde soit derrière les FRDC et par ricochet les autorités politiques. Parce que les FRDC sont commandés par la hiérarchie politique, c'est par le gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas soutenir les FRDC sans soutenir leur commandant qui est le gouvernement. Donc, en ce moment ici... Vous étudiez quoi en disant ça? Attendez. On ne peut quand même... C'est incompréhensible. Qu'en ce genre de moment, c'est écrit même dans l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a obligation à pareil moment de sauver la nation. Tout, je dis, on a dit tout, à moins que tu te reconnaisses pas Congolais. Si tu te reconnais Congolais, tu as obligation. Voilà pourquoi je disais tout, peu importe ta sensibilité politique. On n'a pas dit tout Congolais, sauf ceux de l'opposition. On a dit tout. C'est l'article 63 de la Constitution. Sauver la nation, oui. Ça, c'est inévitable. Mais d'après vous, quand vous... Si vous croyez que... Attendez, laissez-moi chuter. Si vous croyez que vous pouvez soutenir les FRDC, eh bien, par ricochet, sentez-vous à l'aise de soutenir aussi leur commandant. Vous pensez que c'est une obligation? Attendez, mais c'est clair. C'est une obligation constitutionnelle. C'est une obligation constitutionnelle. Non, soutenir les FARDC, vous voulez dire encore l'armée,
Ça, c'est inévitable parce que tous derrière les drapeaux, tous derrière l'armée pour soutenir la nation. Mais quand vous ajoutez l'incise là, qu'il faut à tout prix également soutenir le chef de l'État, d'aucuns pensent que c'est là où, pas vous, mais l'UDPS arrive à confondre certaines choses. C'est une mauvaise compréhension. D'ailleurs, dans cette constitution-là, à l'article 63, on ne dit pas qu'il faut soutenir les FRDC. Non, on dit qu'il faut soutenir la nation. La nation, c'est et les FRDC, et le gouvernement, et le président, et c'est tout le monde dedans. Alors pourquoi? Parce que l'article dit soutenir la nation en pareil moment. La nation, là, c'est y compris Fatih, non? C'est y compris les FRDC, non? Pourquoi toi, tu voudras soutenir les FRDC sans soutenir les institutions? Parce que l'article parle de la nation. La nation, c'est tout le monde aussi. Donc, le choix est clair ici. Vous n'avez pas une autre alternative. C'est soutenir tout court. À moins que vous ne vous sentiez pas congolais, ok, tant mieux. Vous allez être... Nico va se joindre à nous tantôt. Je pense qu'il aura le temps de mettre également son point de vue par rapport à ce que vous dites. Mais sinon, je voulais poser la question. Je reviens par rapport à cette même question. Parce que j'ai comme l'impression qu'on n'y a pas répondu. Dans le sens où, vu la configuration, n'est-ce pas? Il y a une grande partie qui est occupée par cette armée rwandaise, pour ne pas dire les M23, parce que vous et moi savons que les M23, c'est juste une figuration. Alors, quand on va aller, parce que ça c'est les souhaits en tout cas, hein, quand on va se retrouver sur la même table en termes de change ou de négociation, ce qui dit qu'il y aura des concessions. Est-ce que Kinshasa se voit en mesure de s'imposer tout en refusant ce que les M23 vont imposer ou encore vont demander? Pardon, je ne vous ai pas très bien saisi. En tenant compte de la situation actuelle, je ne vais pas me permettre de dire qu'on se retrouve dans une situation de faiblesse, non. Mais vu la configuration, est-ce qu'on sera en mesure de s'imposer pour que la paix soit retrouvée via les échanges, bien évidemment, ou encore la négociation? Je disais tantôt que je ne suis pas, comment dire, hermétiquement fermé au dialogue. Évidemment, il fallait que je précise, j'ai oublié de le dire, un dialogue sans les rebelles. On peut dialoguer de l'intérieur. Voilà. Et comment on va s'y prendre sans les rebelles? Laissez-moi justement poser. On peut dialoguer de l'intérieur pour renforcer la solidité nationale au niveau intérieur et avec, dans le camp opposé, Rwanda, Nanga et que sais-je encore. Parce que si on incorpore Nanga dans ce dialogue, évidemment, ça veut dire qu'on incorpore tous ceux qui le soutiennent aussi. Le Rwanda et les autres, et que j'en passe. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut bien dialoguer. La démarche que les pères spirituels ont entamée ne devrait pas inclure, comme je les entends le dire, le M23. C'est là où je me dis, voilà, on biaise même la logique. Parce que vous croyez que le M23 viendra autour de la table dans un dialogue pour en sortir réduit? Non, pas du tout. Le M23 viendra réclamer quoi? D'intégrer les institutions et d'intégrer l'armée, d'intégrer la police et les services de renseignement. Et qu'il soit le maître d'une partie du pays là-bas dans le Nord Kivu, où il va procéder à des nominations. Justement, c'est là où je trouve que c'est d'ores et déjà biaisé si le M23 est considéré dès le départ comme partie prenante au dialogue. Alors dans la logique qui est vôtre, il ne faut pas intégrer les M23 dans ces dialogues, ou encore des dialogues en perspective, parce que là on essaie de réfléchir à haute voix, ou encore moins, c'est pas un. Ce qui dit, ceux qui soutiennent bien sûr les M23. Alors que vous oubliez Kinshasa exige même les échanges avec Kigali, avec Rwanda, avec Kagame. Alors que vous et moi savons aussi, en aucun cas ou encore en aucune fois, Kagame a reconnu que son armée se trouve ici au Congo. Il n'a jamais reconnu que Rwanda comme pays arrive à soutenir les M23. Le dialogue que comment on va s'y prendre? Ne voyez-vous pas qu'il y ait un flou? Non, non, c'est clair. C'est clair. Le dialogue que Kinshasa réclamait par le passé, dans le cadre du processus de Luanda, ce n'est pas un dialogue interne, un dialogue national. Celui que les pères spirituels ont initié, il est national. Tout à fait. Alors, si c'est un dialogue national, pourquoi on incorporerait ceux que l'on considère comme être des Rwandais ou des traîtres qui se sont alliés aux ennemis? En l'occurrence, Nanga, citons le site. Voilà. Il faut dire les choses clairement. C'est Corneille, Nanga, c'est bien de lui qu'il s'agit. Donc, je me dis que s'il faut aller dans la logique de dialoguer avec le Rwanda, ça va être sous l'égide des mécanismes de règlement de conflits au niveau régional, comme processus d'Addis Abeba, processus de Luanda et Luanda d'autres ou qui sais-je encore.
Mais puisqu'il s'agit d'une initiative nationale, les Nanga étant considérés désormais comme alliés de l'ennemi, et par conséquent de l'extérieur, nous on dialogue au niveau national. Il sera exclu. Bien évidemment, on dialogue au niveau national. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de renforcer l'unité nationale. La cohésion nationale, oui. Toutes les sensibilités politiques, société civile, religieuse ou quoi encore, toutes les forces qui soient à même de pouvoir galvaniser le peuple, de mobiliser les gens. Vous voyez l'exemple que les Ouazalènes donnent. Ça, c'est parce qu'ils ont été, comment dire, galvanisés par des leaders du coin. Réfléchissons à haute voix. Attendez, laissez-moi faire. Est-ce que tout le monde ne peut pas faire pareil dans le coin où il se sent leader, où il se sent écouté par la base de chez lui? Si tout le monde se mettait d'abord derrière les institutions et arrivait à galvaniser la jeunesse de sa province ou de sa tribu comme cela, pour sauver d'abord le pays, je ne crois pas qu'on aura besoin d'amener les Nanga autour de la table. Si on a les Ouazalènes de partout dans toutes les provinces de la RDC. C'est un discours qui est tenu, on n'aura pas besoin. Un discours qui est prononcé par des milliers de Congolais d'exclure Nanga. Si on excluait Nanga, parce que c'est bien lui qui nous fait la guerre. Si on excluait Nanga, de l'autre côté, Kagame ne veut toujours pas admettre que son armée est avec Nanga, ou encore ses militaires sont ici au Congo. Mais comment on va trouver la solution? Pourquoi? Parce que si Nanga est exclu, on suppose qu'il va continuer à nous faire la guerre. Oui, mais Nanga exclu, on suppose que Kagame va continuer à armer ou encore à renforcer Nanga. C'est ce que ne vous pas que... J'ai pourtant donné la réponse à cette préoccupation-là. La réponse est celle-ci. En excluant Nanga, on renforce la solidité intérieure par la mobilisation de tous les leaders, par la création de multiples Ouazalènes dans toutes les provinces, ce qui nous rendra forts et rendra par ricochet les FRDC plus forts que davantage. Et on se permettra à ce moment-là de débouter l'ennemi. Donc, ce n'est pas parce qu'on exclut Nanga que pour autant on est comme fataliste, comme quoi Nanga va continuer à avancer. Non, il peut bien s'énerver comme il veut, mais si nous, de l'intérieur, on est plus que renforcés qu'on l'a été il y a quelques mois passés, croyez-moi, les rapports de force sur le terrain ne sera pas comme ça a été lorsque la ville de Goma a été attaquée. Certains politiques hier étaient frustrés. Je vais prendre l'exemple de Kabila, parce que chef l'État l'autre fois il avait dit que l'AFC c'est Kabila, alors que l'AFC c'est Nanga, vous le savez. Moi je ne Dialogue. le sais pas. Moi je ne le sais pas. Ça c'est vous qui savez. Que quoi? Vous dites que l'AFC c'est Nanga. Moi je sais que c'est Kabila, comme le président de la République l'a dit. Non. Il y a nuance. J'ai dit que il y a certains qui sont frustrés. À l'exemple de Kabila. Parce que le chef de l'État avait dit, et vous venez de l'affirmer, que l'AFC, c'est Kabila. D'une manière officieuse peut-être. Mais officiellement, tous savons que l'AFC, c'est Nanga. Ici, vous avez dit qu'il faut à tout prix, comme traître, Nanga doit être exclu. C'est là qu'ils sont frustrés. Parce que si vous excluez Nanga, vous avez affirmé ici que l'AFC, c'est Kabila. Alors Kabila viendra faire quoi sur la table des négociations? Mais justement, Kabila a intérêt à se laver parce qu'une affirmation avait été apportée le concernant. Mais il a intérêt à venir, comment dire, se dédouaner de l'AFC en montrant sa bonne foi, en soutenant la nation en péril. C'est le moment pour Kabila. Évidemment, c'est comme pour lui un droit de défense. On t'a accusé, mais montre-nous le contraire. Prouve-nous le contraire. Prouve-nous que le patron de l'AFC n'est pas toi. C'est le moment pour Kabila, justement, de nous montrer que ce que Tshisekedi a affirmé était faux. Le même appel... Mais si Kabila, comment dire, décide de se tenir à l'écart et de continuer comment dire, ce silence peut-être coupable ou complice, les Congolais concluront. Parce que, je reviens encore à l'article 61 qui dit tout Congolais a obligation, tout Congolais. Si Kabila, à l'exception de personne. Si Kabila se sent congolais, la nation est menacée, il lui doit, c'est une obligation, c'est un devoir
il doit arrêter avec son silence complice et venir donner de la voix pour soutenir la nation. Qu'est-ce que vous appelez silence? Il y a peu, Kabila venait d'échanger oui, avec certains compatriotes, en l'occurrence Loubaya, et ça a fait toller. Vous, bon, pas vous, hein, parce que vous êtes journaliste, mais du côté pouvoir, ils ont pris ça autrement pour dire qu'il est, au regard de la loi, il est censé de garder silence, c'est un sénateur à vie. Mais quand vous dites que s'il continue à garder silence, c'est compliqué. Mais dis-moi, ce n'était pas ça la question. Je voulais revenir pour dire que le même appel, ou encore la même démarche, entamée aujourd'hui par le père des églises, n'est-ce pas la proposition a été faite l'autre fois par l'opposition, où le régime avait rejeté? Aujourd'hui, c'est quoi la différence? Ou encore, quels sont les éléments nouveaux pour que le régime adhère si facilement à l'appel ou encore à ces dialogues qui est en perspective? Non, écoutez, lorsqu'on parle de dialogue, qui est le mieux placé pour nous tous en tant que Congolais d'être le juge de l'opportunité du dialogue, du moment auquel il faut dialoguer? Évidemment, je réponds, le chef de l'État. Comme commandant suprême, magistrat suprême, que sais-je encore. Évidemment, celui qui est le mieux placé pour dire, ok, c'est le bon moment. C'est le leader national, le numéro 1 du pays. Il est mieux placé pour accéder à une telle demande. Si de son point de vue, c'est maintenant le moment, quoi de plus normal, puisque ayant des données que nous autres n'avons pas, c'est lui qui estime que, ok, en ce moment... Le moment est venu pour faire appel aux autres. Mais il faut rappeler ici que ce n'est pas son initiative. L'initiative vient des pères spirituels qui l'ont intéressé. Parce que l'initiative vient des pères spirituels. Le chef de l'État avait dit... L'autre fois, la même initiative était venue de l'opposition, c'était rejeté. Attendez, laissez-moi évoluer. Le chef de l'État avait dit lors de cette interview-là, je vois à quoi vous faites allusion, une interview qu'il avait faite en dehors du pays avec la presse étrangère. Vous m'avez lu, oui, tout à fait. Comme quoi, je ne vois pas l'importance du dialogue, de... l'opportunité, mais écoutez, je reste ouvert, je peux discuter avec n'importe qui, n'importe quel Congolais. Ça voudrait dire qu'il n'était pas complètement fermé au dialogue. Que le moment venu, il pouvait écoutez, entendre ceux qui ont des propositions à faire et en retour leur proposer une modalité pour la sortie de crise. Mais aussi, à part ça, la situation sécuritaire a évolué. Elle n'est plus le même que lorsque le président a parlé. La situation a sensiblement évolué. On a compté près de 3000 morts à Goma. Donc, quoi de plus normal que l'on change de paradigme? Plus de 3000. L'on change de paradigme et que l'on change de tactique. C'est tout à fait normal. On dit bien, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Parce que ce n'est pas le cas. Accepter que le président de la République adhère à des propositions émanant des dignes fils du pays, lesquelles propositions peuvent constituer des pistes de sortie de crise. Donc, je trouve que c'est une attitude responsable, que même si vous êtes opposé à une solution, même si vous ne la trouvez pas opportune, et puisque certains de vos compatriotes, de surcroît revêtus de cette qualité de père spirituel, vous proposent leurs bons offices, je crois que humblement, en toute éthique, le président de la République ne devrait agir que comme il a agi, en leur accordant sa bénédiction, comme quoi je n'y suis pas opposé. Mais si vous pensez que ça peut donner un aboutissement heureux, tant mieux. Nous, l'RDC, nous, le Congo, on n'a plus rien à prouver face à l'humanité, face au monde, que le Rwanda nous agresse au point d'arriver d'occuper même quelques coins de nos territoires. Les chefs de l'État l'autre fois avaient promis. Il avait dit que Kagame Arola les sous n'a été. Peuple congolais. À partir de Goma, on peut beau attaquer le Rwanda. Les éléments de preuve sont là. Les Rwandais nous tuent. Les Rwandais nous tuent. Les soldats rwandais sont là. Qu'est-ce qui empêche Kinshasa de se comporter en voyou? En tout cas, passez-moi l'expression, parce que Kagame en est. On rebelle, comme Kagame le fait, pour satisfaire peut-être les Congolais que nous sommes.
Ce qui dit, qu'est-ce qui nous empêche d'attaquer aussi? Parce que le chef de l'État l'avait dit. Ça, c'était l'autre fois. La dernière prise de parole du chef de l'État, j'ai fait allusion à l'adresse à la nation. Il avait dit qu'il y avait une offensive qui s'est préparée. On peut attendre encore combien de temps alors que nous continuons à enterrer les nôtres? Ce sont des questions sensiblement sécuritaires et militaires et que par conséquent, je ne puis y répondre. Tout ce que je peux faire, c'est de réfléchir. Ça relève des pouvoirs discrétionnaires de la chaîne de commandement des FRDC, de savoir quand est-ce qu'elle va le faire, quand est-ce qu'il va falloir entrer en danse pour accomplir... il faudra dire également que M. Bertrand, plutôt M. Ebrand, venait d'être nommé comme conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Comme je disais tantôt, c'est la chaîne de commandement au niveau, en haut lieu. C'est elle qui sait comment est-ce qu'elle va procéder. Cependant, la guerre, parce que c'est ce que vous souhaitez pour la plupart des Congolais. Vous y compris, je crois. La plupart des Congolais vous aussi, souhaitent la guerre. Vous êtes dans le lot, oui. Je suis un leader d'opinion. Ce n'est pas par émotion que je peux émettre des avis. Ce n'est pas par émotion que je peux émettre des avis, mais je sais que la guerre, c'est quelque chose de pas souhaitable, d'abord. Malheureusement, c'est ce que nous vivons déjà. La guerre, c'est quelque chose de pas souhaitable. Mais cependant, nous vivons la guerre depuis bientôt 3 décennies. Voilà. La guerre, pour vous faire plaisir, parce que vous voulez qu'on la déclare. Mais on n'a pas que besoin de la déclarer, parce que nous la vivons déjà. En réalité, ce qui se passe, ce qui venait de se passer autour de Goma, c'est une guerre en fait. C'est ce que nous vivons. Ce qui s'est passé lorsque Bunagana vous avez dit, tout de suite sur ce plateau, vous avez dit, nous avons compté combien de morts à Goma? On estime à combien de morts? Les chiffres avoisinent officiellement 3 000, on parle de 3 000 depuis les derniers assauts, les derniers incidents. Et au Rwanda, ils en ont compté combien? C'est là où nous sommes. On ne doit pas, comme je disais tantôt, y mettre de l'émotion. Attention, on risque de faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions si on y va avec beaucoup de passion. C'est vrai que nous avions au niveau de la sommité du pays levé l'option de privilégier les voies diplomatiques et en même temps militaires. Il n'est pas exclu que l'on combatte et que l'on se défende lorsque nous sommes agressés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on ne se défend pas. La question est ailleurs. Vous et moi savons où encore les bilans, d'après ce que vous avez dit, et c'est aussi ça, officiellement au niveau du gouvernement, on nous parle de 3000 morts environ. D'après certaines sources, c'est plus. Et la question est de savoir, nous avons compté 3000 morts. Kagame a compté combien de morts chez lui? C'est là où je suis. Évidemment, il y a beaucoup d'hommes de troupes de l'armée rwandaise qui sont tombés dans leur chemin jusqu'à arriver à Goma. Beaucoup. Approchez-vous des sources militaires, vous aurez même le porte-parole du gouvernement du briefing. Chaque fois qu'il fait le briefing, il le dit. Il y a beaucoup de militaires rwandais qui tombent quand ils viennent en offensive vers les nôtres. Ils tombent. Même sur le sol rwandais, il arrive que les FRDC effectuent des opérations militaires. Il y a des Rwandais qui tombent aussi. Sur le sol rwandais? Oui. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas parce que, on utilise ce qui se passe, notamment à Goma, comme élément de preuve pour pouvoir faire clouer bec à Kagame et au Rwanda de diverses manières. On peut procéder diplomatiquement, comme la ministre des Affaires étrangères est en train de le faire, et en même temps on peut toucher toutes les instances au niveau des Nations Unies, au niveau de les chancelleries de tout le pays. On peut procéder de diverses manières. Cependant, on se bat aussi sur terre. Ce qui fait que on n'a pas les bras croisés. Mais au moins, la communauté internationale a les yeux pour voir que le Rwanda est en train d'agresser la violence du Congo. On l'a dit dans toutes les langues, on l'a dit de diverses manières. Dans tous les salons, on a aussi les tons, les tribunes, mais apparemment partout. Mais évidemment, la donne est en train de changer. Nanga est poursuivi, il y a un mandat d'arrêt international contre Nanga, ce qui les rend déjà
angoissé là où il est. Il ne va pas circuler. Ça, ce sont des résultats. Ça fait partie des résultats. Nico n'est pas toujours là. Alors que le temps nous presse, ça sera un peu compliqué. Est-ce qu'il sera là ou pas? Mais vous avez dit qu'il était coincé par les embouteillages. Il va se joindre à nous. Il a fui parce qu'il n'y a pas d'argument. C'est tout à fait normal. Autre chose, sur ce plateau, vous l'avez si bien dit, que tout Congolais se voit dans l'obligation de soutenir nos FARDC, de soutenir la nation. C'est aussi normal. En termes d'amour de notre nation, amour de la patrie, donc c'est aussi normal. Le chef de l'État avait dit qu'il va instruire qu'il y ait réduction des trains de vie des institutions. Du coup, on s'est rendu compte que les fonctionnaires arrivent aussi d'une manière involontaire, disons-le comme ça, à contribuer. Pourquoi? Parce que hier, d'ailleurs j'étais avec vous, où il y a certaines personnes, en termes de fonctionnaires, qui sont vus, leurs salaires ont été réduits, ils ont retranché à la hauteur de 12 000 ou 15 000. Quand on dit réduction des trains de vie des institutions, est-ce que ça concerne aussi les fonctionnaires de l'État? Ou bien ici, on voyait plus la haute classe là? Déjà, il faut dire que cette information-là, je ne l'ai pas. Il va falloir bien évidemment la checker, faire un recoupement pour savoir si elle est vraie. Mais le chef de l'État était clair. Quand les gens se plaignaient ici, vous étiez là, mais dis-moi, c'est pas grave. Ouais. C'est informel, ça n'a rien d'officiel. Le chef de l'État était clair, il a parlé du train de vie des institutions. Quand tu n'es pas une institution, tu ne devrais pas te sentir concerné par cette réduction. La réduction vise le train de vie des institutions. Les institutions, nous les connaissons. Et toutes les organes délibérants ou dirigeants qui sont attachés à ces institutions, nous les connaissons. Donc, ce n'est pas des Congolais lambda qui vont se retrouver, comment dire, défalquer quelques billets dans leur revenu mensuel pour venir soutenir l'effort de guerre. L'effort de guerre, oui. L'effort de guerre, c'est aussi une obligation comment dire, individuelle pour chaque Congolais de se sentir au plus fond de lui intéressé par ce qui se passe et de contribuer volontairement. Évidemment, n'importe quel Congolais peut volontairement, comme je l'ai fait, débourser dans mes petits revenus, ne serait-ce qu'un 10 $, 20 $, pour donner à qui des droits comme contribution. Il y en a même le ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait invité les pères spirituels à organiser des collectes de fonds pour soutenir. Le problème, c'est aussi comment on va gérer les fonds en question. Il y a diverses manières de soutenir l'effort de guerre. Même individuellement, vous pouvez procéder par une église, vous remettez vos dons, ou qu'est-ce que c'est encore. Il y en a qui donnent du sang, comme le ministre de la Santé avait invité les Congolais à le faire pour soutenir les FARDC au fond. Donc, j'avais vu la première dame avait fait. Il y a diverses manières de soutenir l'effort de guerre, mais croyez-moi, pour ce qui concerne des Congolais lambda, c'est volontairement que chaque Congolais peut se sentir, par la flamme patriotique qui brûle en lui, se sentir touché et venir contribuer. Mais le train de vie dont on parle, il s'agit de celui des institutions. Rien à voir avec les fonctionnaires de l'État. Encore moins le veuve des soldats, le veuve des militaires, en tout cas c'est compliqué. Dernière question, parce qu'on va se quitter, on n'a plus assez de minutes. L'autre fois, le chef de l'État avait promis que l'année prochaine, donc cette année 2025, au mois de janvier, bon, le mois n'était pas connu, mais il avait dit au début de l'année prochaine, il va revisiter le gouvernement. Alors, vu les dangers, vu la situation, pensez-vous qu'il faut garder l'actuelle configuration du gouvernement? Ou bien, du fait qu'il y a une crise, il faut également un gouvernement un peu spécial, d'où il faut un Premier ministre qui va répondre aux critères par rapport à l'insécurité, ou encore il faut que Mme Souminois continue à être là, mais avec peut-être des nouvelles orientations. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à la situation et en termes de gouvernement, bien sûr? Remaniement, j'ai employé d'autres mots. Si c'est un remaniement politique, stratégique, je dis oui. Remaniement pour de nouveaux objectifs et de nouveaux résultats. Oui. Surtout que le chef avait dit réduction des trains de vie des institutions. Moi, je pense qu'on peut aussi réduire certains ministères. La situation est critique. Si c'est remaniement pour satisfaire d'autres... On peut mettre en sursaut à certains ministères. Si c'est remaniement pour satisfaire d'autres qui n'ont pas encore été servis,
c'est non. Si c'est remaniement pour galvaniser l'action gouvernementale, pour des nouveaux objectifs, pour des résultats un peu plus probants que ceux actuellement produits, je suis tout à fait d'accord que le président de la République procède au remaniement. Et si occasion se présentait, de réduire même le volume. Donnez-nous le profil, les portraits robots du Premier ministre par rapport à la situation actuelle d'après vous. Mais le Premier ministre, ça va rester la Première ministre qui est là, Madame Soumino, puisqu'il s'agit d'un réaménagement. Face à tout ce qui se passe à l'Est, là, elle fera le poids. Ou encore elle fait le poids. La Première ministre en soi n'est pas aussi, faible, mais attention. Parce qu'en son temps, avec Mobutu dans ce genre de situations, du coup, le Premier ministre, ça serait militaire. En fait, c'est pas évident. C'est pas évident. Il suffit de lui adjoindre des ministres responsables des différents portefeuilles assez forts, assez perspicaces, pour que l'action même de la Première ministre aussi soit mieux cotée. La Première ministre ne travaille pas. Et sinon, elle servirait à quoi si vous estimez qu'il faut joindre en elle certaines forces. Mais c'est une équipe qui travaille collégialement. On ne travaille pas individuellement. C'est-à-dire l'action gouvernementale est interdépendante. La Première ministre telle qu'elle est là, si vous pouvez la coter bien aujourd'hui, sachez que c'est aussi parce qu'il y a tel ministre qui a contribué, tel ministre responsable de tel portefeuille qui a contribué à savoir également si elle est bien cotée, comme vous estimez là. Pardon? À savoir si elle est aussi bien cotée comme vous prétendez. Ah, j'ai dit à savoir. Mais évidemment, vous réfléchissez à haute voix d'ailleurs. Évidemment, vous avez aussi une impression. Donc la vôtre. Je suis congolais comme vous. Je me demande si votre opinion est qu'elle est mal cotée. Je n'ai pas dit ça. Ah. Donc je disais que la Première ministre, ne me faites pas dire peu des choses. importe les résultats qu'elle va donner, sachez que c'est des résultats auxquels ont concouru les autres membres du gouvernement qui travaillent tout autour d'elle. Ce ne sont pas ces résultats, elle, personnels. C'est une équipe gouvernementale qui travaille de façon collégiale. S'il faut procéder au remaniement, évidemment, ce sera en tenant compte des profils actuels et des profils qu'on voudrait intégrer pour des objectifs des années à venir. On va se quitter, Cissé. Merci d'être venu. Pour ceux qui nous suivent, je vous rappelle qu'on devrait recevoir également Nico Fall Mikaï, qui malheureusement n'est pas venu, peut-être coincé par les embouteillages, en croire ce qu'il a dit, on ne sait pas, peut-être partir remise. Dernière question, on revient par rapport au premier sujet en termes de dialogue. Congolais que vous êtes, souhaiteriez-vous que qui se retrouve autour d'une table par rapport à la situation de l'Est? Les politiques, les têtes que vous connaissez. Les chefs de l'État, déjà, c'est inévitable. Tantôt, vous avez parlé de Kabila. Qui encore, s'il faut élargir la liste? Ben écoutez, ce serait biaisé même la démarche en mentionnant des noms des gens. Je préfère dire les leaders politiques, chacun selon sa contrée, selon son épaisseur politique, selon son aura et selon ce qu'il représente. Vu les influences de tout et chacun. Évidemment, on tiendra. Souhaiteriez-vous que ce soit qui est qui? C'est aussi simple comme tous les grands leaders. Comme qui, par exemple? Tous les grands comme leaders qui sont de bonne foi. Les chefs de l'État, c'est inévitable parce que c'est lui le garant. Qui encore? L'ancien président. Vous voulez vraiment que je mentionne des noms? Voilà. L'ancien président Kabila, c'est inévitable parce qu'il fut président quand même pendant un long moment, je crois. Évidemment. Parce que vous l'avez si bien dit aussi. Joseph Kabila doit y prendre part. J'ai dit doit parce que ce sont des devoirs de tout citoyen congolais en pareil moment de venir sauver la mère patrie. Adolphe Moussito, puisque vous direz bien que je le cite. Pas du tout. Et aussi moi, Martin Fayoulou. Moïse Katumbi. Denis Mukwege. Ouais, j'ai lu d'ailleurs son tweet. Matata Pogno. Vital Kamere, Bahati Lukwebo, Délice Sanga, évidemment, Délice Sanga, même ceux qui sont, qui se sont autoproclamés exilés en dehors du pays, ils ont le droit de venir participer s'ils peuvent apporter de solutions. Mais quelle attitude devraient avoir les régimes pour recevoir ceux-là qui vont venir dans le but de la cohésion nationale? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire foi au régime de Kinshasa jusqu'ici. Ah ben, c'est leur liberté. On se quitte, oui. Ceux qui sont ici au pays, comment vivent-ils? Il y a des opposants ici au pays qui ne sont pas du tout inquiétés.
ils vivent comment? Mais ceux qui ont aussi librement choisi de s'envoyer en exil, c'est aussi leur liberté. Et les prisonniers seront libérés? Parce que Jean-Marc Kaboun est toujours emprisonné. Il y a Mike Moukebaï qui a des difficultés au niveau de la prison centrale de Makala. Il y a Seth Kikouni, ils sont nombreux pour ne citer que ceux-là. Pensez-vous qu'on va décrypter? Comment on dit? Si leur libération va participer à la décrispation de l'atmosphère politique, on se quitte, Nico. Oui, si leur libération va participer à consolider l'unité nationale, je réponds oui. On peut, libérer les prisonniers, parce que, évidemment, ce sont des éléments qui peuvent constituer des frustrations de tel ou tel autre camp, qui peuvent, parce que leur leader... Parce que l'autre est là... Parce que leur leader... Ariane Belgique depuis 24 heures. Parce que leur leader serait encore en prison, il y a des camps qui peuvent se sentir frustrés. Ouais. J'ai dit bien si leur libération peut consolider l'unité nationale et nous permettre à nous rendre forts de l'intérieur, tant mieux, on va le faire. On va faire ce qui est bon pour la République, pour la nation en fait. Kinshasa va se plier. Merci beaucoup, Cissé, d'être venu. Je crois que le président est de bonne foi. De l'émission. Déjà, s'il signe des ordonnances, des grâces présidentielles, c'est parce qu'il est de bonne foi. Donc, je crois en sa bonne foi de pouvoir prendre des décisions qui vont participer à la décrispation de la vie politique et aussi à la consolidation de l'unité nationale. Lui-même est ouvert à ça. Partie remise, on peut vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Ça sera avec un plaisir en tout cas. La rediffusion, c'est à 18h. Comme j'ai dit un peu, je me répète, on devrait être avec Nico Fall malheureusement. Qui a fui. Merci à plutôt à Guillaume Nzinga. Merci à Molo Cantone qui a réalisé l'émission. Si c'est, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. La rediffusion, c'est à 18h, je me répète. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS1. Et tous les programmes sur nos antennes. Merci et à la prochaine. Merci.